Dans l'épisode précédent, nous avons examiné comment la Grande-Bretagne, dirigée par le Premier ministre Winston Churchill, a résisté à Hitler après que l'Allemagne a conquis l'Europe continentale. Mais bien que les Britanniques aient de l'esprit à revendre, les combattants et les pilotes pour les piloter devenaient de plus en plus rares, et à moins que les choses ne changent, le commandement des combattants serait réduit à la défaite. Ce n'était qu'une question de temps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer le point culminant de la bataille d'Angleterre et comment le commandement des chasseurs a pu rebondir, apparemment d'entre les morts, pour remporter la victoire. Le récit commun de la bataille d'Angleterre est qu'il s'agissait principalement d'une affaire défensive de la part des Britanniques. Cependant, ce n'est tout simplement pas vrai, car un participant souvent négligé était le commandement des bombardiers de la Royal Air Force. Comme pour le commandement des chasseurs, la bataille pour la France avait été dévastatrice. Les raids de jour prenant notamment un lourd tribut sur les bombardiers, qui étaient sauvagement attaqués par les Bf-109. Après s'être repliés en Grande-Bretagne, ils tentaient également de reconstituer ses forces en préparation d'une attaque contre la force d'invasion allemande lorsqu'elle tenterait finalement de traverser la Manche. Cependant, avant cela, il a été décidé qu'il pourrait aider à soulager la pression sur le commandement des chasseurs en portant la bataille sur les propres bases de la Luftwaffe en Europe de l'Ouest. Les bombardiers britanniques ont donc commencé leur propre campagne intensive contre la Luftwaffe, bien que leur taille ne soit qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que la Luftwaffe faisait sur la Grande-Bretagne. Rien que dans la deuxième semaine d'août, les bombardiers de la Royal Air Force ont effectué 24 raids contre les bases de chasseurs et de bombardiers allemands, mais c'était une entreprise difficile et mortelle. Souvent, les bombardiers volaient sans aucune protection de chasseurs car il n'y en avait tout simplement pas de disponible pour les tâches de défense du territoire. Ils tentaient donc d'utiliser les nuages pour se cacher des yeux aiguisés des pilotes de chasse allemands et des artilleurs anti-aériens. Parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Le même jour que l'Adlertag de Göring, 12 bombardiers britanniques Blenheim 4 du Nomir, 82 escadrons ont décollé de la Royal Air Force Wotten dans le Norfolk, leur cible étant l'aérodrome d'Aalborg occupé par les Allemands au Danemark. Le Blenheim était à cette époque l'épine dorsale du commandement des bombardiers et était l'un des bombardiers les plus rapides du monde dans les années précédant le déclenchement de la guerre, mais en France, il s'était avéré extrêmement vulnérable au Bf-109. Peu après le début du combat, un Blenheim a dû faire demi-tour, ses moteurs consommant trop de carburant, compromettant son retour à la base s'il avait persisté. Les 11 avions restants ont continué leur route au-dessus de la mer du Nord vers le Danemark, où ils ont appris qu'en survolant cette étendue d'eau sans caractéristiques distinctives, ils s'étaient égarés à environ 55 km au sud de l'endroit où ils auraient dû se trouver et qu'au lieu de nuages épais pour les dissimuler, le ciel était largement dégagé. La force a continué et a lancé son attaque en deux groupes, le premier réussissant à pénétrer l'écran de canons anti-aériens d'Aalborg pour larguer leurs bombes, mais le second groupe a été décimé par eux, tous les 5 avions ayant été abattus lors de leur approche, avec seulement 5 des 15 aviateurs britanniques parvenant à s'échapper de leurs avions condamnés. Cependant, le massacre n'était pas terminé, car lorsque la première vague a fait demi-tour pour rentrer chez elle, elle a été attaquée par des Bf-109S qui se sont mis à les abattre les uns après les autres. Seul un Blenheim a réussi à atteindre la côte, où ses poursuivants allemands ont abandonné leur chasse et sont rentrés chez eux. Cependant, le Blenheim avait été si gravement endommagé que son équipage a réalisé qu'il ne pourrait jamais retourner aux îles britanniques, et plutôt que de se poser en mer du Nord, ils sont retournés au Danemark, où ils se sont éjectés et se sont rendus aux Allemands. En plus de cibler directement la Luftwaffe, le Bomber Command a également effectué des raids contre des cibles stratégiquement importantes dans les territoires occupés et en Allemagne même, comme les raffineries de pétrole et les installations de stockage. En plus de perturber les opérations allemandes, ces raids ont aidé à immobiliser la force de chasse de la Luftwaffe et pendant les phases les plus intensives, les ont privés de repos. Alors que la force de barge d'invasion d'Hitler commençait à être assemblée, celles-ci sont également devenues des cibles pour le Bomber Command de la Royal Air Force, ce qui a grandement perturbé le plan d'invasion du Führer, mais cela s'est fait à un coût élevé en personnel. Chaque bombardier ayant un équipage de 3 à 5 personnes selon le type, le Bomber Command a perdu 718 membres d'équipage volant en soutien à la bataille d'Angleterre, plus même que le Fighter Command n'en perdrait. Bien que Göring n'ait peut-être pas apprécié la véritable force du Fighter Command au milieu du mois d'août,
La vérité était que malgré la résistance acharnée que les hommes et les femmes de Dowding opposaient encore à la Luftwaffe, la force saignait lentement à mort alors que la bataille se poursuivait. À la mi-août, le Fighter Command avait perdu 181 chasseurs au combat avec la Luftwaffe, avec 30 autres détruits au sol. La perte de 151 pilotes était encore plus douloureuse. Pour compenser ces pertes, le Fighter Command avait reçu 170 nouveaux avions, mais seulement 63 nouveaux pilotes formés qui avaient à peine eu le temps de se familiariser avec les ouragans et les Spitfire haute performance avant d'être jetés dans la lutte contre les assaillements expérimentés et compétents. Alors que le troisième jour de l'offensive de Göring se levait, le personnel du Fighter Command a été accueilli par un beau temps et savait que la Luftwaffe ne manquerait pas cette opportunité. Ce qu'il ne savait pas, c'était l'ampleur de la force à laquelle il devrait faire face. En tout, Göring prévoyait d'utiliser 3 de ses flottes aériennes totalisant 2400 avions dans des attaques coordonnées contre la Grande-Bretagne, avec des bombardiers de la Norvège occupés attaquant des cibles dans le nord de l'Angleterre. Il était tellement convaincu que la dernière force du Fighter Command était concentrée dans le sud-est que la force du nord a décollé sans escorte, s'attendant à voler sans opposition. À 11h30, les Allemands ont commencé leurs attaques dans le sud avec des formations de Ju-87 Stuka escortées par des Bf-109 frappant plusieurs bases de la Royal Air Force ainsi que des attaques supplémentaires sur les stations radars. Un énorme trou avait de nouveau été percé dans la couverture radar du Fighter Command le long de la côte du Kent, à travers lequel l'armada allemande a commencé à affluer vers leur cible. Seul le Royal Observer Corps était là pour les attirer. À midi, le radar dans le nord de l'Angleterre a détecté les bombardiers allemands venant de Norvège et le numéro du Fighter Command. Le groupe 13, responsable de la région, a débuté le brouillage des combattants. Par un temps presque parfait, les bombardiers non escortés se sont retrouvés sous l'attaque des Spitfire du 72e escadron, plongeant sur eux depuis le soleil. 2 escadrons de Hurricane ont rapidement rejoint le combat, et les bombardiers allemands ont été massacrés. 30 d'entre eux ont été éliminés et beaucoup d'autres gravement endommagés, les forçant à larguer leurs bombes et à essayer de s'échapper à travers la mer du Nord. Plus au sud, cependant, les choses allaient de mal en pis pour le groupe 11 alors que la Luftwaffe intensifiait son attaque. Le Royal Observer Corps scrutait frénétiquement le ciel avec des jumelles à la recherche d'avions allemands, mais ils ne peuvent les repérer que s'ils volent à quelques kilomètres de leur position, réduisant considérablement le temps d'alerte pour que les contrôleurs de chasseurs de Dowding puissent décoller les avions. Confrontés à des nombres jamais vus auparavant, les pilotes britanniques se retrouvèrent rapidement engagés dans une bataille désespérée pour percer les essaims d'escorteurs Bf-109 et Bf-110, afin d'atteindre les bombardiers, mais c'était presque une tâche impossible et les aérodromes de Rochester et East Church subirent de lourdes punitions. Plus à l'ouest, 20 chasseurs du No. Dix Group ont dû affronter pas moins de 125 avions allemands. Les chasseurs britanniques ont fait bonne figure en abattant 3 Bf-110 et en endommageant plusieurs autres, mais les chances étaient clairement contre eux, ce qui a entraîné l'abattage de 6 d'entre eux. Alors que le début de soirée approchait, les pilotes épuisés de la Royal Air Force repoussaient toujours les attaques allemandes, avec la Royal Air Force Biggin Hill et Croydon qui étaient bombardées à 18h50. Sans radar pour une alerte anticipée, ils avaient juste quelques minutes pour décoller après avoir repéré les attaquants à seulement 12 miles. Pendant l'attaque de l'aérodrome de Croydon, un Bf-110 a été touché et a finalement écrasé dans une usine de parfum, tuant 60 civils. Alors que les batailles faisaient rage, Dowding avait été rejoint par Churchill à Uxbridge afin que le Premier ministre puisse voir la situation de ses propres yeux. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le Fighter Command avait subi sa plus grande défaite jusqu'à présent, avec des opérations sur 5 aérodromes clés ayant été perturbés ou complètement arrêtés pour permettre des réparations, et la couverture radar était encore inégale dans certaines zones. Le Fighter Command avait abattu 59 avions allemands et perturbé le succès de nombreux autres, mais avait perdu 26 avions et, plus grave encore, 13 pilotes formés. Si les Allemands maintenaient ce niveau de pression, la défaite était inévitable. Le Fighter Command ferait payer cher aux Allemands leur victoire, c'était certain, mais la Luftwaffe l'emporterait. Le lendemain matin, le 16 août, le temps avait changé, retardant le décollage de la Luftwaffe jusqu'à presque midi. Encore une fois, la Luftwaffe a frappé les aérodromes du sud-est, ainsi que des stations radars comme Ventnor,
qui venait tout juste de redevenir opérationnelle après les dommages qu'elle avait subis le 12 août. Ce jour-là, survolant le Solent à bord d'un ouragan, se trouvait le lieutenant de vol Eric James Nicholson du nommé 249 Escadron. Repérant un trio de Stukas, il plongea pour attaquer, mais perdit de vue ses cibles à travers les nuages, les retrouvant grâce à une formation de Spitfires attaquant un autre groupe à proximité. Cependant, à son insu, il était lui-même dans le viseur d'un BF-110 qui a tiré une rafale de tirs de canon dans son avion, détruisant la verrière autour de lui et laissant une plaie saignante sur sa tête. Partiellement aveuglé par le sang qui coulait sur son visage et le rush d'air froid qui pénétrait dans son cockpit exposé, il sentit son avion être touché à nouveau alors que des balles déchiraient sa jambe et enflammaient son réservoir de carburant. Il tenta d'échapper aux chasseurs allemands en perdant rapidement de la vitesse, mais le BF-110 plus rapide le dépassa finalement. Ignorant sa situation désespérée, Nicholson redressa son Hurricane presque paralysé et plongea à la poursuite du lourd chasseur allemand. Il s'est approché à moins de 182 mètres, et malgré le fait qu'il était englouti par les flammes et la fumée, il a visé avec précision et a appuyé sur le bouton de tir pour tout ce qu'il valait. Frappé de plein fouet par la fureur des Browning de Nicholson, le Cent-10 a rapidement été englouti par la fumée avant de se retourner sur le côté et de s'engager dans une chute mortelle. Ayant sauté de son avion de chasse, le pilote blessé et semi-conscient a chuté de 5377,96 mètres avant de réaliser qu'il n'avait pas tiré sur la corde de son parachute, l'ouvrant juste à temps pour lui offrir un atterrissage relativement doux. Malheureusement, son calvaire n'était pas terminé, car des membres de la garde locale pensaient qu'il était en fait le pilote du BF-110 qu'ils venaient d'abattre, et lui ont tiré assez sans cérémonie dans les fesses avant de réaliser leur erreur. Après avoir été emmené à l'hôpital, un souvenir de combien il avait frôlé la mort ce jour-là était posé sur son poignet, car les flammes de son ouragan en feu étaient si proches de lui qu'elles avaient fait fondre le verre sur le cadran de sa montre. Pour son extraordinaire bravoure et son dévouement au devoir, Nicholson a reçu la Croix de Victoria, la plus haute distinction britannique pour la valeur, et incroyablement, la seule décernée à un pilote de commandement de chasse pendant toute la bataille d'Angleterre. Malgré ses blessures, Nicholson finirait par reprendre le vol et verrait un combat intensif dans l'Extrême-Orient contre les Japonais jusqu'à ce qu'un bombardier à bord duquel il volait s'écrase dans la baie du Bengale le 2 mai 1945. Vers la fin de la journée, la Luftwaffe a été rappelée à quel point les Britanniques semblaient prêts à aller loin pour défendre leur île, lorsqu'un bombardier allemand a été percuté par le pilote d'un avion d'entraînement Avro Hanson non armé. Après une autre journée de combat mouvementé, les scores étaient toujours en faveur de la Royal Air Force, mais beaucoup de dégâts avaient été causés. Heureusement, la détérioration du temps a offert aux deux côtés un bref répit, quelque chose dont Dowding avait désespérément besoin à chaque précieuse seconde. Alors que les attaques se poursuivaient, un terrible tribut était infligé au commandement des chasseurs, tant matériellement que psychologiquement. Mais le pire restait à venir. Le 18 août, la Luftwaffe a lancé 3 raids consécutifs contre les aérodromes de Kenley, Biggin Hill, Gosput, Ford, Thorney Island, Hornchurch et North Weald. Le combat a été féroce, même selon les normes de la veille, et les chasseurs de la Royal Air Force ont abattu 69 avions allemands au coup de 30 et un des leurs et 37 autres détruits au sol, ainsi que de lourds dégâts infligés à l'infrastructure du Fighter Command. C'était le plus lourd dommage infligé au commandement de Dowding lors de la bataille en une seule journée, amenant la Royal Air Force à se souvenir de cela comme le jour le plus dur. Ayant vu par lui-même les efforts vaillants du Fighter Command, Churchill avait été visiblement ému par leur dévotion au devoir, et dans un discours en leur honneur, le 20 août, il prononça les mots désormais immortels. « Jamais dans le champ du conflit humain, autant n'a été dû par tant de gens à si peu. » Cependant, de l'autre côté de la Manche, le ton était différent. Göring était furieux des résultats de sa grande offensive. À ce stade, le commandement des chasseurs aurait dû être mort, et pourtant, chaque avion allemand qui s'aventurait vers le sud de l'Angleterre était sous une attaque presque constante. Il était impensable pour Göring que ses plans étaient défectueux, et donc il a fait l'une des pires choses qu'il pouvait faire à un moment aussi crucial de la bataille, et s'est retourné contre ses propres hommes, de plus en plus démoralisés, les accusant de manquer d'agressivité nécessaire pour gagner le combat contre les Britanniques. Ces pilotes ont tenté de repousser ces critiques, soulignant de nombreux problèmes auxquels ils étaient confrontés.
Le Bf-109, par exemple, malgré toutes ses performances, avait une autonomie trop courte pour escorter les bombardiers à longue portée jusqu'à leur cible et avoir du carburant pour combattre les chasseurs britanniques. Comme si c'était l'autre face de ce problème, le Bf-110 bimoteur avait une portée et une puissance de feu suffisantes pour la tâche, mais était totalement dépassé dans un combat aérien en tête-à-tête avec un ouragan ou un Spitfire. Les célèbres Stukas s'étaient également révélés inquiétamment vulnérables, étant trop lents pour échapper aux défenses britanniques, ce qui signifie qu'ils nécessitaient également une lourde protection de chasseurs pour être efficaces. Un autre désavantage crucial auquel les Allemands étaient confrontés devenait également évident à cette époque. Si un pilote britannique était abattu au-dessus de la Grande-Bretagne, ou même dans la Manche où des hydravions et des bateaux à grande vitesse pouvaient le secourir, il pouvait voler à nouveau dès cet après-midi-là. Pour la Luftwaffe, chaque avion ou équipage abattu était perdu, car ceux qui s'éjectaient étaient inévitablement faits prisonniers. Cela signifiait que la Luftwaffe perdait beaucoup plus de pilotes expérimentés que les Britanniques, sapant sévèrement les taux de génération de la mission allemande. De nombreux pilotes de chasse de la Luftwaffe pensaient que la réponse était de changer de tactique. Le légendaire as de la chasse Adolf Galland, par exemple, voulait que les chasseurs jouent un rôle plus agressif contre le commandement des chasseurs au lieu d'être liés aux bombardiers, mais Göring insistait pour qu'ils restent aussi près d'eux que possible. Au cours d'un échange houleux entre les deux hommes, lorsque Göring lui a demandé ce dont il avait besoin pour gagner la bataille d'Angleterre, il a répondu de manière désinvolte « J'aimerais un équipement de Spitfires pour mon groupe ». Contrairement à la croyance populaire, Galland n'a pas fait cette remarque parce qu'il croyait que le Spitfire était l'avion supérieur à son Bf-109, mais plutôt pour exprimer simplement sa frustration envers Göring, qui était apparemment si furieux qu'il en est resté sans voix, ce qui est inhabituel pour lui. Devenue une superpuissance à l'époque de son empire, la Grande-Bretagne était peut-être seule en Europe à l'été 1940, mais elle était loin d'être seule sur la scène mondiale. Toujours sous la couronne britannique, des pilotes d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, de Rhodésie et d'Afrique du Sud, entre autres, se sont précipités pour rejoindre le Fighter Command en défense de l'île natale de l'Empire. Certains des as de la Royal Air Force, ayant obtenu les meilleurs scores pendant la bataille, venaient de ces pays, peut-être le plus notablement le Sud-Africain Adolf Sailor Milan, qui commandait le Nopara. 74 escadrons qui a rapidement acquis un statut d'élite sous son commandement. Même si les relations entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Sud étaient encore tendues à ce moment-là concernant l'indépendance irlandaise, de nombreux Irlandais estimaient que l'Allemagne nazie représentait la plus grande menace pour la liberté irlandaise à l'avenir, et se sont donc engagés dans les forces armées britanniques, malgré le fait que l'Irlande du Sud était officiellement un parti neutre. Un citoyen irlandais, Brendan Paddy Funnican, s'est rapidement révélé extrêmement doué au combat et est devenu le plus jeune commandant d'escadre de la Royal Air Force âgé de seulement 21 ans, avant d'être tragiquement tué au combat en 1942 après avoir abattu 32 avions allemands. Probablement les pilotes non britanniques les plus célébrés de la bataille d'Angleterre étaient les volontaires américains qui finiraient par former les célèbres escadrilles de l'Aigle. Comme l'Irlande, les États-Unis neutres ne pouvaient officiellement envoyer personne pour combattre avec les Britanniques, mais cela n'a pas empêché de nombreux hommes d'aller au Canada et de mentir aux autorités là-bas, prétendant être des citoyens canadiens afin de s'engager, la bureaucratie n'étant pas aussi stricte qu'aujourd'hui. Finalement, des hommes d'affaires antifascistes aux États-Unis ont créé et financé un mouvement clandestin pour envoyer des volontaires disposés à travers l'Atlantique pour rejoindre la Royal Air Force, même au risque de perdre leur citoyenneté américaine s'ils étaient découverts. La victoire allemande sur le continent a également vu un certain nombre de pilotes fuir leur pays tombé, espérant continuer le combat avec la Royal Air Force. Des pilotes de Belgique, de Tchécoslovaquie et de France ont tous combattu dans la bataille d'Angleterre, mais ce sont les pilotes de Pologne qui ont gagné la plus grande admiration de leurs hôtes britanniques. Environ 35 000 Polonais ont échappé à l'occupation allemande, parfois à plusieurs reprises, alors que les pays qu'ils fuyaient tombaient pour arriver en Grande-Bretagne en 1940 pour servir dans toutes les branches des forces armées britanniques. Dans la Royal Air Force, les pilotes polonais sont arrivés avec une expérience de combat directe contre les Allemands, et beaucoup d'entre eux étaient déjà des as, ayant abattu plus de 5 avions allemands dans la défense de leur patrie. Pourtant, malgré cela, leur valeur n'a pas été initialement pleinement appréciée, même par les sceptiques autrement pragmatiques.
Il n'a pas aidé que les pilotes polonais aient eu des problèmes pour comprendre les instructions anglaises à la radio, ou que beaucoup d'entre eux aient trouvé difficile de s'adapter à piloter le Hurricane haute performance par rapport au biplan auquel ils étaient habitués. Plus d'un pilote polonais a essayé d'atterrir sans abaisser leurs roues, étant habitués à des trains d'atterrissage fixes. Néanmoins, ayant été témoins de première main des horreurs de l'occupation allemande, les pilotes polonais ont relevé le défi, déterminés à prouver leur valeur à la Royal Air Force. 2 escadrons de chasse polonais ont été créés, le No. 302 et le numéro 303, et une fois qu'ils ont été lâchés sur l'ennemi, ils se sont rapidement forgés une réputation redoutable. L'escadron, nommé 303 en particulier, abattrait 126 avions allemands, le nombre le plus élevé de toute unité de ouragan de la bataille, tandis que le pilote polonais Anton Glowacki réaliserait l'exploit extraordinaire d'abattre 5 avions allemands en une journée. Seul un autre pilote de la Royal Air Force réaliserait la même chose, le néo-zélandais Brian Carberry. L'un des personnages les plus colorés qui a volé avec le No. 303 Squadron était Jan Zumbach. Fuyant la Pologne via la Roumanie, il s'est engagé dans l'armée de l'air française, mais a vu peu d'action avant de fuir les nazis une deuxième fois et de se rendre au Royaume-Uni, où il a été accepté dans l'escadron polonais. Pendant les combats intenses de la bataille d'Angleterre, la chance de Zumbach ne semblait jamais s'épuiser, même lorsque son avion a été touché lors d'un combat au-dessus de la Manche et qu'il a été contraint de s'éjecter. Étourdi et désorienté, alors qu'il descendait vers une plage proche en parachute, il craignait d'atterrir du côté français de la Manche et d'être bientôt fait prisonnier. Ce n'est qu'en se levant sur le sable et en détachant son parachute qu'il a vu un groupe de soldats britanniques s'approcher de lui et il a su qu'il était sur le sol britannique. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à marcher vers eux, l'un des soldats a tiré un coup de feu dans le sable devant lui. Stupéfait, Zumbach a levé les mains en l'air et a essayé de leur crier qu'il était un pilote polonais avec la Royal Air Force, mais chaque fois qu'il essayait de se rapprocher pour qu'ils puissent l'entendre, les soldats tiraient un autre coup de feu dans le sable. Restant immobile, il attendit qu'un des soldats s'approche de lui et fut perplexe devant les mouvements latéraux étranges de l'homme, amenant le Polonais à penser que le soldat était ivre. Ce n'est que lorsque les 2 hommes furent à portée de voix que le soldat britannique s'excusa d'avoir tiré et lui assura qu'il ne visait pas le pilote abattu. Un Zumbach en colère a alors exigé une explication et le soldat britannique lui a dit que c'était pour l'empêcher de bouger avant qu'il ne puisse l'atteindre. Le soldat a ensuite justifié son action. Zumbach avait atterri en plein milieu d'un champ de mines. Après une brève accalmie due au temps, la Luftwaffe était rapidement de retour en action, attaquant les bases du Fighter Command dans le sud-est. Néanmoins, l'intensité des attaques avait nettement baissé. De plus, Göring a continué à envoyer ses flottes de bombardiers pour attaquer des cibles à travers les îles britanniques, ce qui avait une valeur discutable dans la bataille immédiate, y compris le nord et le sud-ouest de l'Angleterre, le sud du pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Les raids nocturnes de la Luftwaffe ont également augmenté en fréquence, attaquant des cibles industrielles dans et autour de nombreuses villes, chose à laquelle la Royal Air Force était à ce moment mal équipée pour repousser. Ayant maintenant manqué une échéance pour le Führer et une seconde approchant rapidement, le 23 août 1940, Göring a émis une directive à la Luftwaffe qu'il espérait les encourager à relever le défi et à finir avec la Royal Air Force. La directive disait « Poursuivre le combat contre l'armée de l'air ennemie jusqu'à nouvel ordre dans le but d'affaiblir les forces de chasse britanniques. L'ennemi doit être contraint d'utiliser ses chasseurs par le biais d'attaques incessantes. De plus, l'industrie aéronautique et l'organisation au sol de la force aérienne doivent être attaquées par des avions individuels de nuit et de jour si les conditions météorologiques ne permettent pas l'utilisation de formations complètes. » Le lendemain, le samedi 24 août, un événement a eu lieu qui allait changer radicalement le cours de la bataille d'Angleterre. Un vol de bombardiers de la Luftwaffe a été envoyé pour attaquer l'usine d'avions des frères Shorts à Rochester, mais la navigation de nuit n'était toujours pas perfectionnée par toutes les parties à cette époque. Ils ont donc été soulagés lorsque, dans la faible lumière, ils ont repéré la rivière Medway, qu'ils savaient les mènerait à leur cible, et après l'avoir suivie sur une courte distance, ils ont déchaîné leur cargaison mortelle alors qu'ils étaient sous le feu avant de rentrer chez eux. Malheureusement cependant, la rivière qu'ils suivaient n'était pas la Medway. C'était la Tamise, et ils l'avaient suivie jusqu'à Londres même. Et au lieu d'une usine d'avions, les bombes ont tué des civils innocents à Millwall, Tottenham et Islington.
Churchill était outré, mais il n'était pas le seul, car Göring et Hitler étaient furieux, les pilotes de la Luftwaffe ayant strictement interdiction d'attaquer la capitale britannique. Le lendemain, Churchill a convoqué son cabinet, où il a proposé de riposter à Berlin, et cette nuit-là, l'ordre a été donné au commandement des bombardiers de se diriger vers la capitale allemande. Depuis cette nuit fatidique, les historiens se demandent si Churchill savait ou non que le bombardement était une erreur. À l'époque, il semblait convaincu que l'attaque était délibérée, un changement vers le bombardement terroriste allemand des villes britanniques. Mais les preuves suggéraient le contraire. Il n'y a eu aucune attaque de suivi le lendemain, et alors qu'il rencontrait son cabinet, les bombardiers de la Luftwaffe ont de nouveau frappé les bases du commandement des chasseurs de la Royal Air Force, laissant supposer que le bombardement était involontaire. Pourtant, Churchill était déterminé à riposter. Le 25 août 1940, 81 bombardiers, Handley, Page, Hamden et Vickers-Wellington, du commandement des bombardiers de la Royal Air Force, ont décollé dans la nuit et ont survolé le continent en direction de l'Allemagne. Les avions volaient à l'extrême de leur portée, et comme les bombardiers allemands, qui avaient déclenché l'ordre de Churchill, la navigation de nuit sur une si longue distance était tout sauf une science exacte. Environ la moitié de la force envoyée a trouvé ses cibles et a commencé à faire pleuvoir des bombes sur la capitale, dont une a frappé le zoo de Berlin, tuant leur seul éléphant. Hitler était furieux de l'attaque et était furieux contre Göring, qui avait promis qu'aucun bombardier britannique n'atteindrait jamais Berlin, mais dans une remarquable démonstration de retenue pour le Führer nazi, il n'a pas immédiatement ordonné une riposte, permettant plutôt aux bombardiers de Göring de continuer à cibler les aérodromes et les infrastructures britanniques soutenant le commandement des chasseurs. Churchill, quant à lui, a ordonné davantage d'attaques contre la capitale allemande, poussant la patience de Hitler à la limite jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en prendre et ordonne à la Luftwaffe de changer de tactique. S'exprimant le 4 septembre 1940, il a dit concernant sa retenue « Monsieur Churchill a pris cela pour un signe de notre faiblesse. Vous comprendrez que nous allons maintenant donner une réponse nuit après nuit et avec une force croissante. » Le 7 septembre, les stations radars du commandement des chasseurs ont détecté une autre force allemande de près de 400 bombardiers et 600 chasseurs qui se regroupaient sur la Manche. Mais alors que les Spitfires et les Hurricanes se précipitaient pour décoller pour protéger leur base lourdement endommagée, ils ont été surpris de découvrir que leur cible était la capitale britannique. C'était le début de ce que les Londoniens et le monde entier se souviendraient toujours par la suite, comme le Blitz. Opérant sous le nom de code relativement simple d'Opération Londres, les équipages de bombardiers allemands ont concentré leurs premières attaques autour des docks de Londres, détruisant plus de 100 000 tonnes de marchandises et de navires, tout en tuant plus de 400 civils. Les pilotes du Fighter Command, prêts une fois de plus à se battre pour la défense de leur base, ont été presque totalement pris au dépourvu par le raid et se sont rapidement organisés pour défendre Londres. Le bombardement a continué jusque dans la nuit, amenant le correspondant de presse américain Ernie Pyle à décrire la scène aux audiences américaines comme la ville étant encerclée et poignardée par le feu. D'autres attaques ont suivi dans les jours qui ont suivi, d'autres villes subissant également le bombardement des bombardiers allemands, mais c'est Londres qui a subi le plus gros de l'attaque. Dowding et ses commandants de groupe étaient perplexes face au changement de stratégie des Allemands. Le Fighter Command fonctionnait toujours malgré des dommages importants causés par des raids répétés. Sans ce soutien, inévitablement, les flottes de chasseurs britanniques commenceraient à s'user jusqu'à ce qu'elles aient à abandonner les bases du sud-est et à se replier vers le nord, exactement ce que Göring avait prévu. Maintenant, avec Londres sous attaque, les bases pouvaient être réparées, l'infrastructure rétablie et de plus, le plan de fabrication de Lord Beaverbrook commençait enfin à porter ses fruits, avec de nouveaux avions produits à un rythme plus rapide qu'ils n'étaient perdus. La réponse était simple, et elle reflétait une fois de plus le plus gros problème de la Luftwaffe, le renseignement. Göring était convaincu que maintenant, enfin, la Royal Air Force était à genoux. Et lui et Hitler croyaient que l'attaque de Londres pourrait attirer les derniers combattants de la Royal Air Force en action où ils pourraient être détruits. De plus, le bombardement soutenu de la capitale pourrait tellement démoraliser le peuple britannique que lorsque Sea Leon serait finalement lancé, il crierait à Churchill de faire la paix. Dans presque tous les aspects de ce changement de stratégie, la direction nazie serait prouvée fausse. Jour après jour, nuit après nuit, les bombardiers allemands déversaient leurs charges mortelles sur les villes britanniques pendant un pénible 56 sur 57 jours, tandis qu'en même temps, le Fighter Command ne perdait pas de temps à se reconstruire.
Les escadrons commençaient également à recevoir des modèles améliorés à la fois du Hurricane et du Spitfire, avec des moteurs Merlin plus puissants, et certains arborant des armements beaucoup plus lourds, les rendant d'autant plus mortels au combat. Le fait est que pour sauver le Fighter Command, Londres et d'autres villes britanniques allaient devoir brûler. Et plutôt que les citoyens de ces villes criant pour la reddition comme Hitler s'y attendait, ils criaient plutôt un autre mot. Vengeance. Avec l'opposition des combattants britanniques semblant augmenter alors que le Blitz s'intensifiait, Hitler n'avait d'autre choix que de reporter une fois de plus l'opération Sea Lion jusqu'à la mi-septembre. Les préparations pour l'invasion avaient été davantage entravées par un nombre croissant d'attaques sur les barges et les navires assemblés par les avions de la Royal Air Force. Tout le haut commandement allemand savait qu'un report supplémentaire serait pratiquement impossible, car le temps se dégradait déjà dans la Manche. Si la victoire n'était pas obtenue rapidement, alors tout serait perdu. Le jour qui déciderait du destin de l'Europe arriverait le 15 septembre 1940. Ce matin-là, Churchill passait par la Royal Air Force Uxbridge avec sa femme et décida de faire une visite impromptue pour se faire une idée de ce qui se passait. Il n'a pas attendu longtemps les nouvelles d'un prochain raid. Les radars domestiques ont vite détecté des formations allemandes se dirigeant vers Douvres et l'estuaire de la Tamise. Mais juste au moment où les chasseurs de la Royal Air Force s'apprêtaient à engager le combat, les Allemands ont fait demi-tour et sont rentrés chez eux, leur attaque ayant apparemment été annulée. Plus à l'ouest, cependant, un avion de reconnaissance allemand isolé a été détecté et abattu avec succès par un ouragan. Au fur et à mesure que la matinée avançait, de plus en plus de contacts étaient détectés par les stations radars de la chaîne domestique et Churchill avait le sentiment que les Allemands préparaient quelque chose de grand. Ce qu'il a transmis au maréchal en chef de l'air, Sir Keith Park, no. L'officier commandant du groupe 11 Park a simplement dit à Churchill « Nous sommes prêts pour eux ». Après qu'une formation de 200 bombardiers allemands a été repérée en traversant la Manche, accompagnée d'une forte escorte de chasseurs, Park a commencé à brouiller ses escadrons. La force allemande était répartie sur une étendue de 2 miles dans le ciel, juste au nord de Dungeness, au sud de Douvres. Compte tenu de la taille de la force de chasseurs d'escorte, Park a demandé un soutien supplémentaire de la part du Nomier. 12 groupes, avant que ces avions n'attaquent à midi, les engageant entre Maidstone dans le Kent et l'extrémité sud de Londres. Les combats étaient particulièrement féroces. Les Spitfire se sont précipités en premier dans les formations de chasseurs d'escorte, les brisant et les engageant, créant un trou pour que les Hurricanes puissent entrer et semer la pagaille parmi les bombardiers allemands. Pendant l'affrontement, le sergent-pilote de Hurricane Arian T. Holmes a attaqué une formation de 3 d'eau 17 en abattant 2 avant que son avion ne soit touché, le forçant à s'éjecter. Les renforts du groupe numéro 12 se sont rapidement mêlés aux Allemands. Parmi eux se trouvait le célèbre as britannique Douglas Bader, qui avait perdu ses jambes dans un accident d'aviation avant la guerre et volait avec des prothèses. Les formations allemandes perdaient rapidement leur cohésion, permettant aux Britanniques d'exercer une pression sur des groupes à la fois, leur infligeant beaucoup de dégâts alors qu'ils se retrouvaient sans la protection de leurs camarades. La situation s'est aggravée pour les Allemands lorsque les Bf-109 ont commencé à faire demi-tour, ayant brûlé leur carburant restant en se mêlant aux Spitfire. Alors que les bombardiers allemands commençaient à survoler Londres, ils avaient été si malmenés et leur plan d'attaque si perturbé par les chasseurs britanniques qu'ils étaient éparpillés sur 38 miles de ciel, les rendant plus gérables pour les défenseurs britanniques qui frappèrent maintenant sans pitié. De nombreux bombardiers allemands larguaient leurs charges indépendamment de leur emplacement à la vue des Spitfire et Hurricanes attaquants, dans le but de tenter de rentrer chez eux. Le raid n'était rien de moins qu'un désastre pour la Luftwaffe, mais la journée n'était pas encore terminée. Alors que les assaillants du matin regagnaient péniblement leur base, le radar britannique détectait déjà une attaque de suivi se formant sur la France. Il y avait maintenant une course pour ramener les chasseurs de la Royal Air Force à leur base pour se réarmer et se ravitailler, une opération qui prendrait jusqu'à 2 heures au commandement des chasseurs s'ils devaient retrouver l'état de préparation du matin. Pendant ce temps, le radar surveillait les bombardiers allemands se diviser en 3 groupes distincts avant de commencer à traverser la Manche, où le Royal Observer Corps signalait 200 autres bombardiers et 2 fois plus de chasseurs. Une fois encore, le commandement des chasseurs a assumé les escortes d'abord pour créer une brèche dans la défense des bombardiers. Au-dessus du comté anglais du Kent, les 2 camps se sont affrontés dans la pratique désormais quotidienne du combat aérien brutal et sanglant.
Presque en répliquant la bataille du matin, il ne fallut pas longtemps avant que l'escalade, les virages et les plongées en combat ne vident les réservoirs de carburant des 109, ne laissant que les maladroits BF-110 et les artilleurs défensifs sur les bombardiers pour repousser les chasseurs britanniques rapides et lourdement armés. Les pilotes polonais du nom. Le 303e escadron polonais a passé une journée particulièrement bonne, leur Hurricane détruisant 3 bombardiers, 2 Bf-110 et un Bf-109. En milieu d'après-midi, les bombardiers allemands restants faisaient demi-tour à travers la Manche, ayant déchargé leur cargaison sur des cibles à Londres et aux alentours. Telle était la haine brute à ce stade de la bataille avec les Allemands, que même les bombardiers estropiés tentant de fuir vers le continent étaient attaqués par les chasseurs de la Royal Air Force pour s'assurer qu'ils ne fassent pas un voyage de retour. Le soir, une 3e mais nettement plus petite attaque allemande a été menée contre Portland, dans le Dorset, tandis que les Bf-110 ont profité du moment où les chasseurs britanniques se réarmaient pour mener une attaque surprise sur l'usine d'avions à Wollaston. Dans les bases britanniques, à travers le sud de l'Angleterre, les pilotes épuisés se reposaient là où ils pouvaient s'allonger, tandis que les équipes au sol travaillaient frénétiquement sur leurs chasseurs pour colmater les trous de balles, réparer les fuites et réparer les commandes et instruments endommagés. Suite au répit qu'il avait obtenu grâce au Blitz, le Fighter Command avait non seulement été reconstruit à pleine capacité, mais dépassait maintenant sa taille au début de la bataille. En conséquence, avec plus de chasseurs à lancer contre les Allemands, les actions de la journée avaient vu le combat aérien le plus intense de la guerre jusqu'à présent. Dans le chaos du combat, les estimations du nombre d'avions allemands abattus ont dérapé de manière incontrôlable, conduisant la Royal Air Force à prétendre qu'elle avait abattu 175 avions allemands. En réalité, le chiffre était de 60, mais d'innombrables autres avaient été endommagés, tandis que la Royal Air Force elle-même avait perdu 25 avions avec 13 pilotes tués. Cependant, bien que le décompte réel ne soit pas tel qu'initialement pensé, peu de gens en Grande-Bretagne ou ailleurs dans le monde auraient pu anticiper cette nuit-là à quel point la victoire de la Royal Air Force avait été grande ce jour-là. Göring a été contraint de faire rapport à Hitler que son armée de l'air n'avait pas seulement échoué à détruire le commandement des chasseurs, mais que ses bombardiers faisaient maintenant face à une opposition de plus en plus forte, ce qui avait laissé même les avions qui étaient revenus à leur base nécessitant de longues réparations, tandis que des centaines de ses aviateurs étaient blessés. Compte tenu des événements de la journée, Göring devait maintenant envisager de continuer le Blitz presque exclusivement la nuit afin d'épargner sa flotte de bombardiers, ce qui, bien qu'il continue d'inspirer la peur dans la population britannique, entravait sérieusement la capacité de la Luftwaffe à frapper des cibles militaires spécifiques. Avec l'échec de la Luftwaffe de Göring et les attaques sur ses barges et navires d'invasion par les avions de la Royal Air Force augmentant, Hitler s'est retrouvé avec peu de choix restants. Le 17 septembre 1940, il a reporté une fois de plus l'opération Sea Lion, mais cette fois indéfiniment. Il avait déjà commencé à perdre de l'intérêt pour la guerre contre la Grande-Bretagne et préparait maintenant en silence ses plans pour sa grande campagne contre l'ennemi qu'il voulait si désespérément détruire, l'Union soviétique. La bataille d'Angleterre n'était pas strictement terminée et se poursuivrait pendant encore un mois, mais grâce au succès durement gagné du Fighter Command, en particulier le 15 septembre, la lutte pour la survie continue de la Grande-Bretagne avait au moins été gagnée. Au début d'octobre 1940, les opérations de jour de la Luftwaffe sur la Grande-Bretagne ont commencé à diminuer considérablement, en partie à cause de l'impact de la dégradation de la météo à l'arrivée de l'automne, et en partie pour épargner les bombardiers de Göring qui continuaient à pilonner Londres et d'autres villes britanniques sous la protection de la nuit. Les Bf 109 et 110 ont continué à harceler les chasseurs britanniques chaque fois qu'ils le pouvaient, soit en les attaquant au-dessus de la Manche, soit en lançant des attaques à haute vitesse et à basse altitude sur les aérodromes britanniques, une tactique qui les rendait difficiles à détecter au radar et maintenait les pilotes britanniques et les artilleurs anti-aériens fermement sur leur garde. Étrangement, c'est à cette heure tardive qu'une nouvelle force est entrée en lice pour soutenir la Luftwaffe. Le 29 octobre, des membres du Royal Observer Corps et des artilleurs anti-aériens situés autour de Ramsgate, dans le Kent, ont commencé à signaler des avions inhabituels volant au-dessus de leur tête, et il a été rapidement découvert que ces avions étaient des avions de guerre italiens envoyés par l'allié de Hitler, Mussolini. Les Italiens avaient déjà mené un raid nocturne sur Felixstowe et Harwich 5 jours plus tôt, ce qui avait initialement été attribué à la Luftwaffe.
Volant depuis la Belgique, le petit contingent italien n'a pas été accueilli à bras ouverts par leurs alliés de la Luftwaffe, dont beaucoup avaient en vécu l'enfer dans les mois précédents. Les équipages de la Luftwaffe n'étaient pas non plus impressionnés par l'équipement des Italiens, qui comprenait même des chasseurs biplans Fiat CR-42, alors que seulement une poignée de bombardiers étaient équipés d'une radio. De plus, les avions italiens volaient avec leurs propres tactiques, qui se sont avérées désespérément obsolètes face aux Britanniques, qui étaient déconcertés quant à pourquoi les Italiens s'étaient présentés dans cet état compte tenu des expériences allemandes de l'été. En réalité, la force italienne envoyée en Belgique était plus un outil de propagande qu'autre chose. Cela a facilité à Hitler et Mussolini la présentation d'un front commun contre les Britanniques, d'autant plus que les troupes italiennes avaient entamé leur campagne contre les territoires britanniques en Afrique du Nord. Cela a également permis à Mussolini de prétendre que ses bombardiers se vengeaient des raids aériens britanniques menés contre ses forces en Méditerranée, mais l'efficacité des Italiens était déplorable. La date précise de la fin de la bataille d'Angleterre est encore débattue par certains historiens, mais la plupart s'accordent à dire qu'elle s'est terminée fin octobre, bien que des attaques en plein jour aient encore eu lieu sporadiquement après cette date. En fait, les raids allemands de type hit and run, menés par des chasseurs de la Luftwaffe volant bas et vite représenteraient une menace constante pour les bases britanniques jusqu'au débarquement du jour J en juin 1944, lorsque les bases allemandes seraient submergées par les troupes alliées. Le Blitz, quant à lui, continuerait à ravager les villes britanniques bien après 1940 où, nuit après nuit, des bombes pleuvaient sur elles, détruisant des usines, des maisons et de nombreux bâtiments historiques britanniques, même le palais de Buckingham ayant été touché. Churchill et le roi George VI visitaient régulièrement les sites bombardés, aidant à maintenir le moral parmi la population, ce qui a conduit à ce qu'on appelle l'esprit du Blitz, l'idée défiante que la Grande-Bretagne pouvait non seulement encaisser, mais continuerait quoi que Hitler leur lance. C'était précisément le contraire de ce que le Führer avait prévu. Mais pire encore pour le régime nazi, le Bomber Command était maintenant la branche de la Royal Air Force qui recevait la part du lion des ressources pour construire des bombardiers plus récents, meilleurs et plus grands, culminant avec l'Avro Lancaster, un avion souvent qualifié de Spitfire du Bomber Command. Contrairement aux bombardiers allemands, qui étaient principalement conçus pour des opérations tactiques en soutien à la Wehrmacht, les nouveaux bombardiers à 4 moteurs de la Grande-Bretagne étaient de véritables armes stratégiques, ayant la portée et les charges de guerre pour infliger beaucoup plus de dégâts aux villes allemandes, dont beaucoup seraient anéantis lors de raids de 1000 bombardiers par la Royal Air Force et finalement les forces aériennes américaines. Mais alors que la guerre dans les airs pouvait être considérée comme ayant tourné en faveur de la Royal Air Force à la fin de 1940, la Grande-Bretagne était toujours en grand péril. Mais au lieu du ciel, la menace venait de sous la mer. Étant une nation insulaire relativement petite, les ressources de la Grande-Bretagne étaient bien sûr limitées. Et pour survivre, le pays dépendait fortement des approvisionnements apportés par ses convois. Ces convois étaient constamment menacés par les flottes de sous-marins U de Hitler qui attaquaient sans prévenir et sans pitié. La Grande-Bretagne était maintenant assiégée et le resterait pour le reste de la guerre. Il est impossible de surestimer à quel point la victoire britannique dans la bataille d'Angleterre a été cruciale dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et à quel point les choses auraient pu se passer différemment si les Allemands avaient réalisé leurs nombreuses erreurs plus tôt. Si la Grande-Bretagne était tombée, alors lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique, il n'y aurait eu aucun convoi arctique apportant des armes aux soviétiques pour les maintenir dans le combat, pendant qu'ils déplaçaient leur base de fabrication d'armes à l'Est, loin des bombardiers allemands. Si la Grande-Bretagne avait été hors de combat, Hitler n'aurait peut-être pas déclaré la guerre à l'Amérique en décembre 1941 en soutien au Japon, laissant plutôt Washington et Tokyo se battre entre eux, puisqu'une partie de sa raison pour la déclaration était que l'Amérique avait violé sa neutralité en soutenant Londres. Sans le soutien de la métropole, l'Empire britannique aurait probablement été découpé par l'axe, avec le Japon recevant l'Inde, tandis que les troupes de Mussolini, probablement toujours soutenues par l'Allemagne, conquéraient l'Afrique du Nord et la Grèce. La victoire dans la bataille d'Angleterre signifiait qu'un monde où le fascisme infecterait l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et peut-être même au-delà ne se concrétiserait heureusement jamais.